Alors bonjour à tous, bienvenue à Imagine et bienvenue à cette fête de la science. Alors aujourd'hui, on va profiter de la fête de la science pour vous proposer tout un programme de conférences et d'animation à Imagine. On va commencer la première conférence avec Élodie Dandelot, qui est chargée à Imagine de l'animation des programmes de formation de société et de sciences humaines. Elle va vous parler de l'ADN, essayer de vous expliquer en dessin et en illustration ce qu'est l'ADN. Voilà, à la fin au cours d'ailleurs de sa conférence, vous pourrez poser des questions, mais sinon il y aura une session de questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit en direct ici ou via le chat pour ceux qui sont à distance. Bonne conférence. Merci beaucoup Justine. Donc bonjour à tous et merci à tous d'être présents à une heure matinale un samedi matin. J'ai cru comprendre que pour ceux qui étaient présents, c'est la première fois que vous venez à l'Institut, et peut-être que pour ceux qui sont en ligne aussi, c'est la première fois que vous rencontrez l'Institut. Est-ce que vous savez un petit peu ce sur quoi l'Institut travaille? Ah oui, hein, moi je vous pose des questions. Hein. On vous avait pas prévenu? Ah, mais du coup, oui madame? Les maladies génétiques, oui, effectivement, on travaille sur les maladies génétiques. Et du coup, les maladies génétiques, ok. Et alors, en travaillant sur les maladies génétiques, on travaillerait sur quoi? Un peu. En partie, en tout cas. Quel est le lien avec ce que l'on va voir aujourd'hui, d'après vous? Entre les maladies génétiques et ce dont on va parler? L'ADN, tout à fait, madame. L'ADN. Donc, effectivement, on va parler de l'ADN, et l'ADN, c'est une longue histoire, parce que, quelque part, ce qui fait l'ADN, eh bien, ça date de l'Antiquité. Alors, dès l'Antiquité, il y a une idée de quelque chose qui semble passer de génération en génération. C'est Aristote qui en parle un petit peu. Alors, il faudra m'excuser pour mes compétences en dessin un peu limitées. On vous a vendu des illustrations, bon. Mais du coup, effectivement, dès l'Antiquité, il y a les philosophes qui se sont dit il y a quelque chose qui semble passer de parents en enfants. Mais en général, ce n'est pas d'Aristote dont on vous parle pour parler de l'ADN. En général, on vous parle de petits pois. Ça va jusque-là? Désolée, je sais que c'est un peu raide pour le samedi matin. Tout va bien? Ouais? J'espère qu'en ligne aussi, hein, c'est un peu moins facile de voir. Mais du coup, bon, ok. En général, on vous parle de petits pois. Les petits pois, ça a été une révélation. Pour un monsieur, encore, oui, on parle beaucoup de monsieur, hein, désolé, mais du coup, pour un monsieur qui se posait beaucoup de questions dans l'actuelle République tchèque, dans la petite ville s'il m'a écouté, à Brno. Hop. Ce monsieur, c'était un moine et aussi un botaniste. Ce monsieur, il s'appelle Gregor Mendel. Il est moine, a beaucoup de temps et observe des petits pois. C'est sa passion. Et donc, ce Mendel, hop, au XIXe siècle, il se dit, là encore, il y a un truc qui passe. Il y a des petits pois qui sont lisses, verts, il y a des petits pois un peu jaunâtres aussi. Il y a des petits pois qui ont une drôle de tête. Alors lui, il dit surface lisse et surface... alors, le terme exact, alors je vous avoue, il écrivait en autrichien, en allemand, et du coup, je ne parle pas allemand. Mais du coup, en gros, ils n'ont pas une surface lisse. Et donc, il s'est rendu compte que ces petits pois, des petits pois verts comme ça, pouvaient parfois, quand il les reproduisait, donner des petits pois avec une autre couleur, une autre granulosité. Et il s'est dit, il y a un truc qui passe. Alors là, je suis partie dans l'Antiquité, je suis partie dans les petits pois. On va revenir à des trucs un peu plus proches de nous. Enfin, vous remarquez, il y en a peut-être parmi vous qui adorent les petits pois. Hein, vous avez le droit. Hein. Mais du coup, l'ADN, vous en entendez parler énormément autour de vous, sans parfois vous en rendre compte. Est-ce qu'il y a des fans de Jurassic Park ici? Oui, c'est vrai. T'as vu le premier? Et alors, dans le premier, est-ce que tu te souviens de comment ils font pour créer les dinosaures? Ils trouvent des fossiles, oui.
Alors il ne crée pas, enfin, pas tout à fait. Il trouve un fossile de quoi? Est-ce que tu te souviens? Les grands, je suis sûre que vous vous souvenez aussi de ce film, hein, et pas que de la scène où il y en a un qui se fait manger dans les toilettes. Est-ce que tu te souviens du fossile qu'ils prennent? C'est un fossile qui est dans l'ambre. C'est un fossile d'un... Oui, j'allais dire d'une bestiole dont on ne sait pas trop à quoi elle sert à part à faire un film. Mais oui, le moustique! Ils trouvent un moustique du Jurassique dans l'ambre. Et dans ce moustique a fait ce qu'il sait très bien faire, n'est-ce pas? Hop. Voilà. Bon, là en été, il y en a un peu moins, donc vous êtes peut-être un peu moins embêtés par les moustiques. Mais effectivement, ce moustique du Jurassique, il a fait ce qu'il sait très bien faire. Et alors, à son époque, dans Jurassic Park, qu'est-ce qu'il a fait, le moustique, au dinosaure? Ah, oui, mademoiselle? Le moustique a piqué le dinosaure, c'est bien, vous allez vous asseoir. Effectivement, le moustique a piqué le dinosaure. Et donc, du coup, ce moustique a eu le bon goût de piquer un dinosaure. Du coup, il a récupéré du sang de dinosaure. Ça va? Vous me suivez toujours? Parce qu'il y en a qui viennent d'arriver, là, c'est un peu raide. On parle de l'ADN, et là, on est parti sur Jurassic Park avec le moustique, tout ça. Ok? Ok. Donc, on a un moustique qui, au temps du Jurassique, a piqué un dinosaure. Il a eu le bon goût de tomber sur, alors de mémoire c'est de la sève ou un truc comme ça, et du coup il a été fossilisé des années dans l'ambre, et là il y a Mark Hammond qui le découvre et qui se dit jackpot, bingo, avec le sang de dinosaure, je vais pouvoir faire des dinosaures. Alors vous savez que ce mine de rien, il y a des vrais papiers scientifiques qui ont évalué la faisabilité de la chose, hein. Il n'y a pas que le film, hein, et ça a ouvert d'ailleurs tout un pan d'études pour étudier la génétique ancienne, la paléogénétique, et c'est mine de rien avec cette idée du moustique que l'on trouverait pour étudier de l'ADN que ce pan de la génétique a été créé aux États-Unis. Comme quoi, hein, balèze Jurassic Park. Alors, ok, donc là, on est encore avec mon moustique, j'y tiens, et du coup, dans ce moustique, il y a du sang de dinosaure. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'avec le sang de dinosaure, on pourrait faire des dinosaures? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sang qui permettrait de faire des dinosaures? L'ADN, oui, merci monsieur. Ah oui, pour ceux qui viennent d'arriver, c'est moi qui vous pose des questions en fait. Je suis désolée, hein, on ne vous a pas prévenu, c'est un peu un traquenard. Mais du coup, oui, dans le sang de ce dinosaure qui est dans mon moustique, il y a de l'ADN. Alors, avant de parler de l'ADN, on va avoir une autre petite étape, parce que l'ADN, il ne flotte pas dans votre sang comme ça. Hein. Votre ADN, il est bien rangé. Du coup, dans le sang, quel est le compartiment dans le sang qui va vous permettre d'avoir de l'ADN? Il est rangé où, l'ADN, dans le sang? Il flotte comme ça? Dans les cellules. Comment? Dans les cellules. Dans les cellules, oui, tout à fait. En fait, dans le sang, vous allez avoir des cellules. Alors les globules rouges, on n'en parle pas parce que ce n'est pas eux dont je vais vous parler, mais il y a aussi les globules blancs. Hop. Alors grosso modo, hein, les globules blancs qui ressemblent un peu à ça. Et alors, dans ces globules blancs, il y a effectivement l'ADN. Et il est où dans mes globules blancs, l'ADN? C'est un peu les poupées russes. J'ai entendu. Il y a quelqu'un qui l'a dit, mais je voudrais voir qui pour pouvoir lui parler. Dans le noyau, oui, tout à fait. Dans le petit rond que j'ai fait là, il y a effectivement votre ADN. Enfin là, en l'occurrence, on était sur de l'ADN de dinosaures, mais ça marche aussi pour vous. Hein. D'accord? Tous les êtres vivants ont de l'ADN dans le noyau de leurs cellules. Et alors, c'est un peu simplexe ça, parce qu'on vous dit toujours que l'ADN est dans le noyau de la cellule, c'est vrai, mais il y a un autre endroit où il y a de l'ADN. Et ça, on vous le dit peut-être pas. Et là, mesdames, c'est cocorico, parce qu'en général, il est quand même majoritairement transmis des mères aux enfants, cette partie-là de l'ADN. Exactement, monsieur, les mitochondries. Alors, dans les cellules, on vous parle souvent de noyaux, effectivement, c'est là où il y a l'ADN, mais dans la cellule, il y a plein de trucs. Il faut imaginer ça comme une espèce d'usine, en fait. Oui, le truc un peu comme ça, ouais. En fait, dans la cellule, il y a plein de choses, dont les mitochondries. Alors, encore une fois, pardonnez mes compétences en dessin, hop, voilà, qui ressemblent un peu à ça. Et en fait, ces mitochondries, elles servent de centrale électrique pour vos cellules. C'est elles qui fournissent de l'énergie à vos cellules. Et dans ces mitochondries, il y a de l'ADN aussi.
Pas beaucoup, il y en a beaucoup plus dans le noyau quand même, hein, d'accord? Donc, on revient à mon dinosaure. Donc du coup, mon dinosaure, il a été piqué par un moustique. Le moustique, il a du sang de dinosaure, il a des cellules, donc de dinosaure. On récupère l'ADN de dinosaure et avec ça, bim, je crée des dinosaures. Bon, je passe sur le côté avec les grenouilles à qui on pique de l'ADN pour combler les trous, mais en gros, c'est l'idée. Du coup, en gros, l'ADN, bah, si on peut faire un dinosaure avec juste son ADN, finalement, c'est comme un mode d'emploi. Ouais. Donc on a l'idée là que l'ADN, c'est un peu un mode d'emploi. Alors c'est un mode d'emploi pour les dinosaures, mais c'est aussi un mode d'emploi pour les humains. Tous les êtres vivants ont de l'ADN. D'accord? Est-ce que ça va jusque-là? Ouais? C'est pas trop raide pour un samedi matin, c'est bon? Ok, bonjour, asseyez-vous, je vous en prie. Alors, là j'ai parlé de films, tout ça, mais j'aimerais voir avec vous une autre situation. Oula. Une autre situation qui devrait vous parler à peu près à tous, surtout que je vois qu'il y a des fratries, il y a des familles qui sont présentes, et peut-être en ligne aussi, hein, si vous regardez en famille. Je vais faire un petit moment acting studio. Attention, grand moment de cinéma. Je me prépare pour les Oscars, on ne vous l'a pas dit. Mais du coup, je vais imiter une situation, je suis sûre que vous l'avez déjà vécue. Notamment peut-être en période de fête où il y a des réunions familiales. Je vais l'appeler Tata Janine. Ok, je n'ai rien contre les Janines. Hein. S'il y a des Janines qui nous regardent, promis, j'ai rien contre vous. Mais du coup, alors, attention, dites-moi si ça vous parle. Oh mon Dieu, tu es le portrait craché de ton père. Oh non, mais les cheveux, c'est Tata. Bon, pas Janine, du coup, c'est Tata Martine, tout craché. Non, mais les yeux, c'est ta grand-mère. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que tu ressembles à ton frère. Alors, je vois même derrière les masques que ça commence à se moquer. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez une Tata Janine? Si elle s'appelle pas Janine, c'est pas grave, ça marche. Hein. Oui? Je vous vois qui rigole, hein? Oui, oui, vous avez tous une Tata Janine quelque part dans la famille. Ok. Et alors, est-ce que Tata Janine, elle a déjà bu un peu trop de champagne? Ce qui peut arriver, mais il ne faut pas conduire. Ou alors, est-ce que parfois Tata Janine, bah, elle a raison quand même, non? Quelqu'un dans la famille, alors je dis Tata Janine parce que généralement c'est les dames qui sont un peu plus observatrices, désolé on fait un peu de girl power messieurs, hein. Mais du coup, c'est Tata Janine ou une grand-mère, souvent c'est les grand-mères aussi plus que les tatas, mais du coup il y a quelqu'un dans vos familles qui dit ça, en général. Bon si c'est un monsieur ça marche aussi, hein, on va pas faire de... Oui? Ouais? Oui? Ah bien. Tout le monde te dit, et du coup tout le monde il te dit quoi? Que tu ressembles à ton père? Et alors, est-ce que c'est vrai? Bon, vous confirmez, madame? Ok. Bon, et pour les autres, du coup, est-ce que vous aussi? Des fois, c'est vrai quand même, non? Bon. Et alors ça? Du coup, c'est grâce à quoi? L'ADN, oui, parce que l'ADN, là, on a l'idée de ce qui est transmis des parents aux enfants. On a l'ADN qui est transmis, qui transmet donc des informations. Ok? On est bon? Ouais? Ok, alors du coup, on a Tata Janine qui dit qu'on se ressemble et effectivement, elle semble avoir raison. Elle parle de quoi, Tata Janine, en général? Je suis obligée de regarder l'écran de temps en temps, mais n'hésitez pas. Elle commente quoi, Tata Janine? Alors, elle dit que vous ressemblez à vos parents, à vos frères, mais elle dit pas avec quoi? En plus, je donne des exemples tout à l'heure, hein. Les yeux, oui, tout à fait. Les yeux, alors par exemple, la couleur des yeux. Alors, on va essayer de faire un œil. Attention. Ok. Donc du coup, les yeux, tant pour la forme des yeux que pour la couleur. Pour faire la couleur de vos yeux, il faut environ une quinzaine d'informations pour faire la couleur de vos yeux. C'est énorme. C'est la combinatoire de ces informations qui va faire la couleur finale de vos yeux. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un seul marron, qu'un seul bleu. C'est parce qu'en fait, c'est comme une palette de peinture. Et c'est une fois qu'on a mélangé toutes les couleurs que l'on a, en fait, la couleur finale de vos yeux. Quoi d'autre? Les cheveux, oui, le fait d'avoir les cheveux bouclés ou les cheveux raides, la couleur des cheveux, tout à fait. Alors attention, la couleur des cheveux, voilà, hop. La couleur des cheveux ou alors la forme des cheveux, tout à fait. Autre chose encore?
Je vous demande pardon? Les mimiques de visage. Alors, ça c'est une question, c'est une réponse difficile. Alors, ok, très bien. Alors, les mimiques du visage, il faut savoir que effectivement, ne serait-ce que la forme du visage est en grande partie due à votre ADN. Surtout la partie qu'on appelle le visage moyen, qui est ici, d'accord, qui part des sourcils et qui va jusqu'au niveau du dessus de votre bouche. Le visage moyen est essentiellement dû à l'ADN. C'est des informations qui sont dedans, alors je ne sais pas combien, je dois bien l'avouer, mais ce qui est rigolo aussi à ce niveau-là, c'est que votre cerveau, les cellules dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui permettent de reconnaître les visages qui sont dans votre cerveau, elles s'activent quand vous regardez cette partie-là du visage des gens, surtout. Et donc c'est pour ça que quand on a commencé à devoir mettre les masques en période de Covid, vous n'avez pas halluciné quand vous vous êtes dit « mais c'est bizarre, je ne reconnais plus les gens ». Vous avez peut-être dit « mais c'est fou, avec le masque, je t'ai pas reconnu, machin ». C'est parce qu'en fait, il manque toute une partie à votre cerveau pour bien s'activer, pour bien activer la reconnaissance du visage. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Alors, et du coup, oui, pardon, pour les mimiques. Pour les mimiques, alors du coup, les mimiques sont en partie dues à la forme du visage, mais aussi, elles sont quand même beaucoup dues à l'imitation de ce que l'on voit autour de nous. Voilà. Ne serait-ce que dans la gestuelle, enfin moi je sais que je parle avec mes mains, donc ce qui fait que là en ce moment je fais du... voilà, mais ça je sais que c'est parce que mon père parle avec les mains, ma grand-mère parle avec les mains, enfin, et je pense que c'est plus par imitation, mais il y a plein de choses comme ça qui se transmettent et qui ne sont pas forcément dans l'ADN. Après vous me direz, si dans l'ADN il y a quelque chose qui fait que vous avez des douleurs quand vous bougez, fatalement vous allez moins bouger et faire peut-être moins de mimiques. Enfin, du coup il y a quand même une composante ADN, mais il y a aussi toute une composante environnementale. D'ailleurs, merci, parfaite transition. Du coup, par rapport à l'environnement, je vais vous donner un autre exemple de la vie quotidienne. Alors, c'est pas si loin de nous, mais du coup, pour la couleur de la peau, on a beaucoup parlé de couleur depuis tout à l'heure, cheveux, yeux. La couleur de la peau, c'est aussi dans votre ADN. Alors, la peau, moi, par exemple, je suis plutôt couleur mur d'hôpital, un jour de mauvais temps, bref, je suis palichonne. Ok. C'est moi là que je dessine. Voilà. Vous allez bientôt me reconnaître. Attention. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc moi, je suis plutôt mur d'hôpital. Ok. Et en été, bon, cet été, c'est pas très vrai, hein, parce que je vous cache pas qu'il y a eu un été un peu pourri quand même. Mais en été, si j'ai la chance de pouvoir aller un peu au soleil, hop, ma peau, elle change de couleur. Alors, j'aurais bien aimé utiliser une autre couleur, mais moi, en général, voilà. Voilà. Et en général, je ne suis pas très contente. Voilà. Voilà. Il y en a, ils ont une peau un peu moins palichonne que moi, et en été, ils sont tout bronzés, et je suis d'une jalousie crasse. Mais au-delà de ça, est-ce que ça veut dire que l'ADN a un mode printemps-été, collection Chanel 2024? Ou alors, est-ce qu'il change comme ça, d'après vous? Automne-été, automne-été, automne-été? Est-ce qu'il change, d'après vous? Alors, je vois certains qui disent non, je vois certains qui regardent leur voisin pour dire ouais. Oui, non. Non, effectivement non. Ce sera un sacré bazar. Donc non, effectivement, l'ADN ne change pas. Normalement, l'ADN, on est avec... Alors, il y a des modifications parfois dans l'ADN, hein, mais bon. Mais en tout cas, votre bronzage, normalement, ne change pas ce qu'il y a dans votre ADN. Par contre, vos cellules, elles ne vont pas utiliser l'ADN de la même façon. On a dit là tout à l'heure, l'ADN, c'est un mode d'emploi, d'accord, pour permettre de constituer les êtres vivants, dinosaures ou humains. Ça marche aussi avec les lapins et les oranges. Hein, voilà. Mais du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que dans vos cellules, hop, vous avez donc l'ADN dedans. Hop. Et, là. Et cet ADN, il a des informations pour produire les pigments de votre peau. Donc, de façon générale, voilà, votre cellule, elle utilise les informations qu'il y a dans l'ADN et elle fait OK, on produit de la couleur dans votre peau.
Très bien. Et puis quand il y a les rayons du soleil, il se dit « Ouh là là, ouh là là, Mayday, Mayday, ceci n'est pas un exercice, il faut se protéger. » D'accord ? Parce que c'est pas pour rien qu'on vous dit de mettre de la crème solaire, qu'on vous dit d'éviter d'aller au soleil en plein cagnard à 2 heures. C'est parce que le soleil, il y a des rayons UV. D'accord ? Et ces rayons peuvent être dangereux pour vos cellules. Ne serait-ce parce qu'il brûle, mais aussi parce qu'il peut des fois endommager l'ADN. C'est pour ça que l'on vous dit attention. D'accord ? Je ne dis pas qu'en vous exposant là dehors, mais faites attention. C'était le petit mot de prévention. Mais du coup, quand il y a du soleil, vos cellules, elles se disent, il faut qu'on se protège. Et pour se protéger, il n'y a pas 36 solutions. Soit on se met nous-mêmes à l'ombre, mais bon, voilà. Et sinon, vos cellules, elles vont produire un peu plus de pigments. Et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Et en fait, c'est comme des stores quelque part. Ce pigment va permettre de protéger vos cellules, en fait. Il va être comme une espèce de petit mur entre les rayons du soleil et le contenu de vos cellules. Ça, tant qu'il y a du soleil, ça marche. Mais vos cellules, elles sont un peu feignantes. C'est le cas pour tout le monde, hein, pas particulièrement les vôtres, hein, je vous rassure. Mais du coup, dès qu'il y a un peu moins de soleil, elles ne vont pas produire du pigment pour rien. Hein, elles ont autre chose à faire quand même, hein, parce que bon, il fait froid, il faut se réchauffer, on ne va pas perdre du temps à produire du pigment pour faire joli. Hein. Vos cellules, la notion esthétique, c'est pas trop leur truc. Hein. Donc du coup, hop, elles se disent, pourquoi s'embêter ? On en produit moins, et le bronzage se perd. Donc c'est vrai que l'ADN, on le présente comme un mode d'emploi. On le présente comme l'ADN, il est là, et puis voilà. Mais il ne faut pas oublier que vous évoluez dans un environnement et que cet environnement peut influencer la façon dont les informations qui sont dans votre ADN sont utilisées. Voilà. Et il y a tout un pan de la génétique qui existe là-dessus, sur l'influence de votre environnement, sur comment est-ce que votre ADN est utilisé. Ça s'appelle l'épigénétique. D'accord ? Et c'est vraiment ultra important parce qu'on s'est rendu compte que, bon, certes le soleil, mais l'alimentation aussi peut influencer la façon dont vos cellules vont utiliser l'information qu'elles ont en elles. Est-ce que ça va jusque-là ? Ouais ? Ok ? On continue ? Vous avez le droit sinon de sortir, hein, si vous en avez marre, les portes sont ouvertes, hein, mais ouais ? Non ? Dernière chance ? Ok, on continue alors. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle d'information. Ok, très bien. Les généticiens, au bout d'un moment, ils se sont dit information, c'est un peu trop facile quand même. Enfin, je veux dire, information, on en a tous les soirs à la télé. Bon, ces informations, elles ont un nom. On ne dit pas information en génétique. Et à Imagine non plus d'ailleurs. Enfin, si on peut parler d'information, certes, mais la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la couleur de la peau, la forme du visage sont dues à des informations. Et ces informations, on les appelle comment ? En génétique. En génétique. En génétique. Merci. Les gènes. Tout à fait. Et d'ailleurs, je m'interromps. Mais en ligne, il n'y a pas de questions ? Non ? Ok, très bien. Non, bon, c'est quand même, bon, s'ils regardent, autant quand même les faire participer un peu aussi, hein, s'ils veulent. Donc du coup, effectivement, on parle de gènes pour la génétique. Mais en fait, les gènes, ce n'est jamais qu'une information. D'accord ? C'est des informations qui sont dans votre ADN, qui sont écrites dans votre ADN. Hop. Donc, et surtout, ces gènes, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit qu'ils sont écrits parce qu'effectivement, pour décrire les gènes, on utilise des lettres. Hop. J'arrive, je finis mes petites barres, hein. Désolée, c'est pas là. Mais du coup, on utilise souvent des lettres pour décrire ce qu'il y a dans l'ADN. D'accord ? Ces lettres, c'est toujours les mêmes. En tout cas pour l'ADN. Parce que s'il y a des gens un peu qui s'y connaissent, si je ne le crie pas, ils vont me taper dessus. Donc du coup, ces lettres, c'est toujours les mêmes. C'est assez facile l'ADN, hein, techniquement. Il y a 4 lettres, on ne se prend pas la tête. A, C, T, G. Alors ces lettres, en fait, elles désignent ce qu'il y a là. Les petites barres. Voilà. Et sinon, pour les intimes, adénine, guanine, cytosine, thymine. Ok ? Mais ACTG, c'est quand même plus simple. Mais si vous voulez jouer au Scrabble, hein, voilà. Il y a des Y et tout, il y a moyen de se faire des points. Mais du coup, les gènes sont écrits avec uniquement 4 lettres. Okay ? Et c'est l'alignement de ces 4 lettres. Alors bon, on va continuer. Hein, C, G, C, T, je sais pas, C, C, G, T, C, G, etc., etc., etc. Et c'est comment ces 4 lettres vont s'aligner que ça va créer du sens. Un peu comme nous, notre alphabet, par exemple.
Selon comment les lettres s'alignent, on va avoir un sens. Par exemple, si j'écris un mot, alors un mot, voilà, hop, il ne faut pas que j'oublie de lettres, et voilà. Ok, si je mets les lettres dans ce sens-là, peut-être que là, vous arrivez à deviner le mot que j'ai voulu écrire, mais c'est quand même pas hyper simple, ok? Mais si je les mets dans le bon ordre, ces lettres, pif, E, A, U, ouais. Bon, j'écris pas très bien, mais là, de suite, c'est quand même plus facile pour lire. Ok. Ben, l'ADN, c'est exactement pareil, sauf qu'il n'y a besoin que de 4 lettres. Et les cellules, elles sont capables de comprendre ce qu'il y a écrit dans l'ADN avec juste ces 4 lettres. Ok. Est-ce que ça va jusque-là? Ouais. Ok. Très bien. Donc, vos cellules, quand elles ont besoin d'une info, elles vont piocher dans l'ADN, elles vont dire, ok, ben, je veux produire un pigment, hop, je me balade sur ce qu'il y a ici, ok, ah, c'est bon, j'ai l'information, paf, 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 et du coup, elles vont suivre le mode d'emploi qui est écrit dans l'ADN. Ok? Le truc, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, à Imagine, alors il y en a qui n'étaient pas encore là, à Imagine, on travaille sur ce qu'on appelle les maladies génétiques. Donc, maladies génétiques, donc maladies qui sont dans les gènes, sur l'ADN en tout cas. Ces maladies, elles sont dues à des imprévus dans ce mode d'emploi. Par exemple, excusez-moi, pardon. Ces imprévus, ça peut être une lettre qui manque. Hop, voilà. Une grosse main gomme. Hop. Ça peut être une lettre qui manque. Ça peut être une lettre qui est remplacée. Hop, voilà. Ça peut être une lettre qui se rajoute. Hop, on va en rajouter une là. Et du coup, là, de suite, on comprend un peu moins bien ce qu'on a voulu dire. Ben, les cellules, c'est exactement pareil. Alors là, je n'ai fait qu'avec une ou deux lettres, mais des fois, ça peut concerner des centaines de lettres. Et donc, vos cellules, elles se retrouvent devant une information qu'elles ne comprennent pas. D'accord ? Quand il y a ces événements-là, ça s'appelle des mutations. Des mutations, c'est un changement dans l'information. Ces mutations peuvent mener à des maladies génétiques. Des fois, elles ne font rien. Des fois, ça ne change strictement rien. C'est une faute d'orthographe, certes, mais vos cellules, elles sont capables de comprendre. Mais parfois, malheureusement, ces imprévus, ces changements font que la cellule est complètement perdue. Elle ne comprend plus ce qu'elle doit faire. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que vos cellules, qui étaient par exemple censées être toutes rondes, toutes bien, bah, parfois, elles vont être déformées. D'accord ? C'est le cas, par exemple, vous connaissez peut-être cette maladie qui s'appelle la drépanocytose. Oui ? Non ? Alors, la drépanocytose, c'est une maladie qui concerne le sang. On parlait des globules rouges tout à l'heure, je vous ai dit que j'en parlerai pas, finalement, vous voyez, je vous mens un petit peu, on en parle. Mais du coup, à cause de mutations dans l'ADN, normalement, vous avez des globules rouges qui sont tout ronds, comme ça, et qui sont capables de se contracter, de se rétracter, de s'affiner pour pouvoir passer dans tous vos vaisseaux sanguins. D'accord ? Ça, c'est une particularité qu'ils ont, ces globules rouges. Et il faut qu'ils les aient, sinon les globules rouges ne peuvent plus circuler dans votre corps, dans les vaisseaux sanguins. Et quand on a une mutation qui mène à la drépanocytose, on a des globules rouges un peu plus comme ça. On dit qu'ils ont une forme de fossile. Hop. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même tête. Et en fait, ces globules rouges, en plus d'avoir une forme qui n'est pas tout à fait classique, ils n'arrivent plus à s'adapter correctement à vos vaisseaux sanguins. Quand je dis vaisseaux sanguins, c'est très très fin, hein, c'est jusqu'au bout des doigts. Hein, votre sang, il va partout, quelque part. Et donc en fait, les personnes atteintes de drépanocytose, leurs symptômes, c'est parce que les globules rouges, à cause d'une mutation, d'un changement dans l'ADN, ils ne peuvent plus faire leur job correctement, ce qui crée les symptômes. En fait, les symptômes d'une maladie, c'est parce qu'il y a, génétique en tout cas, il y a une modification dans l'ADN qui mène à une modification dans les cellules parce que les cellules ne savent plus utiliser l'ADN correctement parce qu'elles ne comprennent plus l'information qu'il y a dedans. Et comme vos cellules ne peuvent plus faire leur job correctement, eh bien, ça mène à des symptômes d'une maladie. Est-ce que ça va jusqu'ici ? Oui ? Est-ce que vous avez... Oui, mademoiselle. Alors, en fait, dans l'ADN, il faut imaginer qu'il y a trois... Alors, la question, c'était est-ce que tous les traits sont les mêmes ?
C'est ça? Tous les traits que j'ai dessinés ici. Alors, les traits correspondent chacun à une lettre que j'ai fait en dessous. Elles se ressemblent beaucoup, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. C'est pour ça que l'information n'est pas tout à fait pareille. C'est un peu comme si j'avais un A et un A avec un accent circonflexe par-dessus. D'accord? Elles se ressemblent beaucoup, mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Et c'est ces petits changements qui vont faire que ça crée une information. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ok. Oui. Elodie, on a 2 questions en ligne pour Oui. toi. Il y a Nathalie qui demande combien de gènes on a en nous. Alors, ça dépend qui vous avez en face de vous. Parce que, en fait, la définition que l'on a de gènes, selon qui vous avez en face de vous, la réponse ne va pas être tout à fait pareille. Pendant longtemps, le paradigme, c'était un gène, une information, pour une protéine. Ok ? Souvent, c'était, on considère comme un gène ce qui va permettre de donner une protéine. Sauf qu'on s'est rendu compte que dans l'ADN, il y a plein de trucs qui sont produits, mais qui sont pas forcément qui sont produits grâce à l'ADN, parce que c'est un très bon mode d'emploi, mais ça va pas jusqu'au stade protéine. Ça s'arrête à un stade dont on entend beaucoup parler en ce moment. Alors, je voudrais pas trop parler de Covid, mais vous avez sûrement entendu parler d'ARN. Ça ressemble beaucoup à de l'ADN, hein, c'est un peu pareil. Je vais me faire taper dessus pour avoir dit ça. Mais du coup, en gros, pareil, c'est un vecteur d'information, d'accord ? C'est un intermédiaire, en fait, l'ARN. Votre ADN, il est là, mais il ne peut pas sortir du noyau. Donc, en fait, pour pouvoir transmettre l'information, vous avez l'ADN dans votre noyau. Dans le noyau est produit ce que l'on appelle de l'ARN. Hop, touc, 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 ARN. Et c'est lui qui va permettre vraiment à vos cellules de faire le job correctement. En gros, c'est un peu le messager, quoi. C'est pour ça qu'on parle d'ARN messager. Voilà. Donc, mais il y a plein d'autres ARN qui existent. En fait, en gros, on a l'ADN. Cet ADN, comme il ne peut pas sortir du noyau, il faut qu'il envoie un émissaire dans la cellule pour dire quoi faire. Et donc, vos cellules utilisent cet émissaire-là. J'ai un peu perdu mon fil. Mais du coup, oui, l'idée, c'était que, du coup, si on considère que en gène, on ne prend que ce qui permet de faire des protéines, on est entre 25 et 30 000 gènes pour l'humain. C'est le moment où je dis que le maïs en a 300 000. Ça rend humble quand même, hein. Voilà. Et par contre, si on considère tout ce qui permet de produire les ARN dont j'ai parlé, alors là, on grimpe à on ne les connaît même pas tous encore. Et d'ailleurs, les jeunes, on ne les connaît pas tous très bien encore. Il y avait une autre question, je crois. Oui, on nous demande aussi, est-ce qu'on sait combien il y a de maladies génétiques et est-ce qu'on connaît déjà toutes les mutations génétiques qui existent ? On découvre des maladies génétiques quasiment tous les mois, de mémoire. Donc le chiffre change tout le temps. Il y en a plusieurs centaines, même plusieurs milliers. Parce qu'après, il y a des maladies qui se ressemblent. Donc par exemple, on va dire, il y a telle maladie et les syndromes associés. Par exemple. Donc du coup, il y a plein de maladies différentes qui existent et on en découvre encore, peut-être pas tous les jours parce que ce serait exagéré, mais tous les mois facilement, il y a une nouvelle maladie que l'on découvre parce qu'on découvre une nouvelle modification dans l'ADN, on découvre de nouvelles choses et à Imagine d'ailleurs, on en découvre encore et encore et encore. Et on ne les connaît pas toutes malheureusement et c'est un vrai problème aujourd'hui parce que par exemple à Imagine, quand une famille arrive à Imagine pour essayer d'avoir un diagnostic. Donc, diagnostic, c'est mettre un nom sur la maladie. Une famille sur 2 en moyenne repart sans pouvoir savoir ce qui se passe chez leur enfant. Ça peut paraître énorme, mais c'est mieux que ce que ça n'a été. L'objectif, c'est que ce soit encore mieux. Et on a encore découvert des gènes qui permettent de remonter à l'origine des maladies génétiques, mais on en découvre encore et encore et encore. Donc on est loin de connaître toutes les maladies génétiques et toutes leurs origines. Et les gènes, on découvre encore des choses dessus tous les jours. Là, je peux dire tous les jours, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui ? 2, ok. Attendez, on va vous passer un petit micro. Parce que sinon, vous entendez. Pour rester sur votre dernière question, vous avez parlé de maladies génétiques et oui. de découverte de nouvelles maladies tous les mois. Tout à l'heure, vous avez évoqué l'environnement. Oui.
Et si j'ai bien compris, l'environnement ne modifiait pas l'ADN. Normalement, non. Alors après, ça c'était un peu pour simplifier. Parce que par exemple, si vous habitiez à côté de Tchernobyl dans les années 80, là, votre ADN, il y a moyen qu'il ait été changé, par exemple. Ce qui provoque alors c'est pas des maladies, enfin, pour certains, c'est pas des maladies génétiques. Les cancers, par exemple. Les cancers, donc il y a des facteurs, ce qu'on appelle des facteurs de risque, donc des modifications dans l'ADN qui favorisent la survenue de cancer, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez en faire un. Et ça, j'y tiens parce qu'il y a beaucoup de family tree, machin, enfin les trucs où on envoie un peu d'échantillons en Amérique et on vous dit, voilà, vous avez tant de pourcents de chances de développer un cancer ou d'avoir un Alzheimer, machin, enfin c'est pas bien. Pour plein de raisons, et si vous voulez, j'évoquerai ça plus tard. Mais par contre, par exemple, je reviens sur mon exemple du soleil, tout à l'heure, on sait très bien que les rayons UV du soleil peuvent casser l'ADN. Casser d'un point de vue physique. Hein. Par exemple, si je reviens sur mon dessin de tout à l'heure, notamment sur l'été, on sait que c'est particulièrement vrai là-dessus, ça casse physiquement l'ADN. Alors, il y a plein de mécanismes dans votre ADN pour le réparer, hein, vous inquiétez pas. Il y en a plein. Beaucoup, mais du coup, ça peut provoquer des cassures. Et le problème, c'est que quand votre cellule essaie de réparer l'ADN, parfois, elle se trompe. Par exemple, là, s'il y avait un T, parfois, j'allais dire l'erreur est humaine, mais l'erreur est cellulaire aussi. Hein, des fois, elle se trompe, elle va mettre une mauvaise lettre. Et ça peut, la plupart du temps, alors, c'est un peu alarmiste dit comme ça, mais c'est en train de se faire dans vos cellules tous les jours, tout le temps. Hein. Votre ADN se casse, c'est tout à fait normal. Enfin, tant que c'est pas trop, hein, mais c'est tout à fait normal. Hein, vous inquiétez pas. La plupart du temps, c'est très bien réparé par vos cellules parce qu'elles sont quand même ultra. Elles sont très sélectives et surtout elles sont très carrées. Hein, il y a même des systèmes pour vérifier qu'elles ont bien réparé. Enfin, c'est toute une machinerie. Mais parfois, effectivement, il y a des changements parce que elles se trompent. Et donc là, il peut y avoir des changements. Et ces changements ne seront transmis aux enfants que si ça arrive dans des cellules particulières qu'on appelle gamètes, qui sont les ovules et les spermatozoïdes. Tant que les changements n'atteignent pas ces cellules-là, ils ne seront pas transmis aux enfants. Oui. Ah oui, pardon, vous en aviez une autre après. On fera après. Oui, allez-y. Est-ce que ce changement ou la modification de gènes, c'est ce que vous avez dit que épigénétique? Oui, alors l'épigénétique, ça ne modifie... Enfin, en théorie, l'épigénétique, c'est tout ce qui ne modifie pas physiquement votre ADN. Ça va être plutôt ce qui va faire que votre cellule n'utilise pas l'ADN tel qu'il est de la même façon. Alors après, effectivement, dans l'épigénétique, on compte, par exemple, l'UV qui va pouvoir parfois changer l'ADN, mais par exemple... l'ADN, en fait, on vous le représente comme ça, là, mais en vrai, la plupart du temps, désolée, je casse peut-être un mythe, et dans tous les films, voilà, mais en vrai, votre ADN, ça ressemble à ça. Hein. Ça ressemble à un gros paquet de nouilles, alors c'est très conceptuel, je vais aller à Pompidou après, mais du coup, ça ressemble à ça. Et ce qui se passe, c'est que dans vos cellules, par exemple, ce qui est ici, c'est beaucoup plus accessible pour lire l'information que ce qu'il y a en plein milieu ici. Et on sait très bien aujourd'hui que, notamment en fonction de l'alimentation, en fonction de l'exposition au soleil, en fonction de si vous habitez en ville ou pas, on sait très bien que parfois, par exemple ici, il va y avoir un repliement de ce fil, parce que c'est replié sur... En fait, l'ADN, c'est un fil, hein, c'est replié sur lui-même, mais du coup, on sait qu'il va y avoir... du coup des repliements qui vont être un peu différents parce que ce repliement est dû, hop, voilà, vous voyez là du coup il y a un peu plus de place, donc c'est un peu plus accessible comme information, et on sait très bien que l'environnement influence en partie, il n'y a pas que ça, sur la façon dont votre ADN est replié sur lui-même et dont la façon dont l'information va être accessible. Et donc une information plus accessible, fatalement sera plus facilement utilisée par exemple par votre cellule. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou j'ai complètement dérivé? Oui, mais est-ce que vous pouvez parler un peu plus d'épigénétique parce que je n'ai pas très compris qu'est-ce que ça veut dire? Alors, épigénétique, ça va être tout ce qui va influencer la façon
dans vos cellules vont utiliser les informations qui sont dans votre ADN. D'accord ? Donc ça va être par exemple le bronzage dont j'ai parlé tout à l'heure, quelque part, c'est de l'épigénétique. La formation pour la couleur, elle était toujours là, c'est juste qu'on l'utilise un peu plus. Par exemple, si vous buvez trop d'alcool, les cellules de votre foie, elles vont faire un peu la tête, et elles vont utiliser beaucoup plus les informations qui leur permettent d'éliminer l'alcool. Donc du coup, on sait que cette information va être un peu plus accessible que chez les personnes qui ne boivent pas autant d'alcool, par exemple. Ou alors aussi, attendez, je réfléchis. La pollution, voilà, la pollution, effectivement, la pollution, par exemple, ça va faire qu'il y en a qui vont avoir le nez toujours un peu encombré, on se mouche. En fait, c'est parce qu'on a des réactions inflammatoires qui sont faites par l'immunité, mais en fait, elles s'activent, vos cellules, et elles activent tout le mécanisme qu'il y a dans leur ADN, parce que, il y a l'environnement qui fait que là, il y en a besoin, allez hop, 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 on y va, quoi. Est-ce que c'est un peu plus clair comme ça ? Ok. Et madame, je crois que vous aviez une deuxième question. Donc, oui. Finalement, c'est toujours en défense que l'ADN réagit différemment. Hein. Alors souvent, oui, mais parce que en fait, souvent oui, en défense. Après, par exemple, votre ADN, si vous mangez, il va falloir activer tout ce qui va permettre de digérer. Donc des cellules, elles sont toujours là, hein, mais du coup, elles vont produire par exemple un peu plus d'insuline. Donc c'est pas vraiment une défense, c'est juste qu'il faut utiliser ce qu'il y a en fait. C'est plus, je dirais plus en réponse qu'en défense. Après, il y a des éléments qui sont dits constitutifs et qui sont toujours là. Par exemple, pour respirer, il faut faire des échanges avec l'oxygène que vous inspirez. Et ça, c'est tout le temps, en théorie, tant que vous respirez en tout cas. Donc du coup, ça, c'est tout le temps actif. D'accord ? Donc, en fait, les variations vont être toujours en réponse à quelque chose. C'est très rare. Alors après, ça peut arriver, mais auquel cas, ce n'est pas normal, et ça peut être signe d'une maladie. Et c'est d'ailleurs souvent ce qui fait une maladie. C'est les maladies immunitaires, par exemple, c'est que soit ça ne répond pas, soit ça répond trop, au contraire. Par exemple. Et ma dernière question, mais vraiment en 2 mots, parce que je crois que c'est vaste, vous avez utilisé le mot protéines. Oui, protéines. Alors, les protéines, c'est des éléments qui... ça peut être beaucoup de choses, d'accord ? Ça peut être beaucoup de choses et c'est produit en fonction de ce qu'il y a dans votre ADN. Voilà. L'ADN, c'est le mode d'emploi pour faire votre protéine, d'accord ? Les protéines, ça peut être ce qui vous sert à faire la couleur de vos cheveux. Ça s'appelle la mélanine. C'est une protéine. Une protéine encore, il y en a plein qui ont des noms barbares. En protéines, il y en a plein, et là vous voyez, j'en ai pas qui me viennent en tête, c'est terrible. Il va y avoir le collagène, qu'on vous vend beaucoup dans les crèmes anti-rides et tout ça. C'est une protéine aussi, par exemple. Et le collagène permet à ce que votre peau, d'ailleurs, tienne, par exemple. J'avoue que j'ai pas d'autres exemples. Après, on en donne aussi à manger aux gens qui font beaucoup de sport pour avoir un peu de muscle. Vos muscles sont composés de protéines. Enfin, tout votre corps est composé de protéines et de glucides. C'est un élément constitutif de votre corps, en fait. Et les protéines peuvent s'allier entre elles. Elles peuvent aussi s'allier avec des sucres. Enfin, elles peuvent faire plein de choses après. Voilà. Oui, monsieur ? À propos du collagène, oui. Avec l'âge, on en a malheureusement de moins en moins. C'est aussi génétique. C'est la question de l'expression, de la production de collagène ou un autre facteur qui joue. Il y a plusieurs collagènes dans votre corps, de toute façon. Et il y a un équilibre entre les différents types de collagène. Après, je suis loin d'être une experte en la matière, donc je ne voudrais pas dire de bêtises. Mais effectivement, il y a un changement déjà dans la façon dont se présente le collagène. Après, est-ce qu'il y a moins de collagène qu'au cours de la vie ? Honnêtement, je ne suis pas certaine de pouvoir répondre à la question, donc je préfère dire que je ne sais pas. D'accord, merci. Voilà, vous m'avez mouché, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ?
Puis après, je vais regarder. On a encore un peu de temps ou pas? Si j'ai le temps, je voudrais juste faire un petit laïus. Mais si on n'a pas le temps, je comprends. Il nous reste 5 minutes. Ouais. Donc tu peux... Parce que tout à l'heure, on a parlé de... je vous ai dit que j'y reviendrai peut-être un peu plus tard sur les tests génétiques qu'on envoie à l'autre bout du monde pour vous dire que vous avez 5% de chance de faire un cancer, 5% de chance de développer un Alzheimer, etc., etc. En France, c'est illégal de faire ça. Voilà. Au moins, comme ça, c'est réglé. Mais surtout, ça pose une grosse question éthique. Parce que, en fait, le problème de ces tests-là, ils ne sont pas traités en France, sachez-le, parce qu'en France, aucun laboratoire n'a le droit de faire ça. Voilà. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que ces données-là, elles vous sont données à un temps T. J'aime beaucoup prendre l'exemple de... Par exemple, vous avez fait des tests pour savoir si vous avez 5% d'Autrichiens, 10% de je sais pas, de Suédois. Il n'y en a pas parmi vous? Les tests américains, oui. Alors, ils donnent un résultat. Bah, le test américain, du coup, dont il était question, c'est les fameux tests où voilà, on envoie un échantillon et hop, on nous dit que on est à moitié viking, russe, polonais. Enfin, je n'ai rien contre les Russes et les Polonais, hein, mais du coup, si ces tests étaient un minimum éthiquement un peu plus, disons, corrects, ils donneraient qu'un seul résultat à tout le monde. La question serait très facile. Hein. Vous êtes tous d'origine 100% africaine, hein. Je suis désolée de vous le dire, hein, mais tous les humains sont de la même origine. Hein, et je suis quasiment persuadée qu'aucun de ceux qui ont fait ces tests n'ont eu ce résultat-là. Donc déjà, ça pose une certaine question. Alors après, on me dira, oui, mais comme ça permet quand même d'avoir une idée de par où on est passé. Et c'est vrai, je fais un peu l'avocat du diable. Mais ça montre à quel point la véracité scientifique de ces trucs-là sont quand même un peu... Je vais rester poli, quoi. Donc du coup, voilà. Et alors là encore, entre guillemets, c'est rigolo de savoir, ça ne cause pas de mal. Mais par contre, le fait de balancer comme ça des résultats médicaux, sans recul, sans explication, sans bah oui, mais du coup il y a ça, mais si on regarde ailleurs, on verra que dans l'ADN, que bah, peut-être que c'est pondéré, et s'il n'y a pas de risques familiaux, enfin s'il n'y a pas d'antécédents familiaux, bah au final ça ne veut rien dire. Et il manque tout cet accompagnement-là. Alors d'autres en parleront certainement beaucoup mieux que moi dans la journée. Mais par contre, c'est extrêmement dangereux aussi parce que qu'est-ce qu'on fait de ces données après? Parce qu'aux États-Unis, ça a permis de développer les lois de bioéthique, parce que ça a intéressé des corps de métier. Alors, je n'ai rien contre ces corps de métier-là, encore une fois, s'il y en a parmi nous, mais il y a des corps de métier qui se sont dit, mais c'est trop bien! On peut avoir accès aux données des gens pour savoir s'ils vont développer un cancer, une maladie effroyable qui les fera mourir à 50 ans. Les banquiers et les assurances. Alors, vous me direz, oui, mais il y a déjà des maladies à déclaration obligatoire. Oui, mais une maladie qui est accompagné par un médecin, dont la personne est normalement informée, pleinement informée, qui est encadrée, etc., etc. Là, c'est une supposition de peut-être, maybe, il y a une maladie qui va se déclarer chez vous. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop déprimé. C'est beaucoup moins fun que mon Aristote de tout à l'heure, j'en ai conscience. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense que je vais éviter de mettre tout le monde en retard de suite. Je vais vous souhaiter une excellente suite de visites dans l'Institut Imagine. Il y a plein de choses qui vous attendent au rez-de-chaussée. Et sinon, il y a d'autres conférences après moi et ils sont tout aussi cool, les gens. Donc, restez, n'hésitez pas, ils répondront tous à vos questions. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, d'être là. Merci, Élodie.